Donc, je vais vous parler du contenu technique du livre de Luni. Pour moi, ça a été une bonne découverte parce que par rapport à la broue, ces phrases sont plus courtes et certaines descriptions semblent utilisables aujourd'hui. Je vais prendre juste un exemple, c'est la leçon du montoir. C'est exactement celle que je pratique. C'est assez étonnant, c'est mettre le pied à l'étrier en regardant la croupe. Voilà, donc le premier indice qu'on trouve dans son livre, c'est qu'il faut respecter les capacités du cheval. Et ça, Labroue avait beaucoup insisté là-dessus. Et chez Luni, c'est récurrent. Je vais vous citer ce que dit Labroue. Il me semble que le chevalier qui a réputation d'être bon cavalleriste peut paraître pour le moins autant sur un cheval facile, bien dressé et bien ajusté au manège de guerre, qu'il saurait faire sur celui qu'il maniera de quelque air relevé, duquel néanmoins l'action en soit déplaisante, à savoir forcée et faite comme par dépit. Car une chose doit être estimée qu'en tant qu'elle est faite gaiement et avec facilité. Je veux que toujours la capacité et le naturel du cheval soient l'objet et le sujet principal du cavalleriste. Ça, c'est un point très important. Puis, il faut s'adapter au cheval pour savoir ce qu'on peut obtenir de lui. Et puis, il ne faut pas forcer ceux qui n'ont aucune capacité à faire quelque chose. Le deuxième point, c'est la douceur et la patience. Et là, il y a une très belle phrase de Luni. Le cheval qui de son naturel est obéissant et léger, et qui a la bouche bonne et qui est prompt et ne mérite pas que le cavalier se tourmente après lui, mais il requiert bien que le cavalier l'aime et le dresse comme en se jouant avec lui. Labroue, même chose, le cavalleriste doit user d'une grande douceur et patience. Et puis, on retrouve chez Favon de Kerbrecq, à la fin du XIXe siècle, cette phrase « La leçon doit être pour le cheval comme pour le cavalier un exercice salutaire, un jeu instructif qui n'amène jamais la fatigue. » Ensuite, on va parler du tempérament de la bouche des chevaux. Donc, on a entre Luni et Labroue une différence d'appréciation. Labroue nous dit « Je ne veux en cet endroit passer sans déclarer la différence qu'il y a des bouches des chevaux, car les unes sont dures et pesantes, les autres trop faibles et dédaigneuses, les autres sont fermes et à pleine main, lesquelles sont estimées de tous excellents cavaliers pour les meilleurs, ce qu'il faut avouer vu l'expérience que nous en tirons tous les jours. » Donc ça, c'est l'opinion de Luni. Et Labroue dit « Il y a entre les hommes de guerre et de cheval des opinions différentes sur les tempéraments des bouches des chevaux. Les uns veulent que l'appui soit à pleine main, parce que c'est celui qui se rapporte plus à la fermesse de la tête, et qui fait par conséquent que le cheval doit mieux accoster et donner dans une foule, et même qu'il semble que par ce ferme appui, le chevalier se sente aucunement plus ferme à cheval. Les autres veulent qu'il soit fort léger à la main, et pour moi je suis de cette opinion, pourvu que la bouche soit assurée. » Donc là, une différence d'appréciation. Donc on en conclut que notre sieur de Luni a une équitation qui pouvait plaire à la nation allemande. Alors là, c'est un point qui a un rapport avec la bouche du cheval. C'est ce qu'en dit Grisonnet. Grisonnet nous dit « Lorsqu'un cheval sans bride, le mufle retiré pour aller férir du front, il n'en sera pas seulement plus ferme de bouche, mais aussi il tiendra son col ferme et dur, jamais ne la mouvant hors de son lieu. » Donc ça, c'est la stabilité de la posture. Et avec un doux appui s'accompagnera et agencera de sorte la bouche avec la bride, la mâchant toujours qu'il semblera qu'elle y soit miraculeusement née. On voit là que sont associées deux choses, c'est la posture du cheval avec la mobilité de sa mâchoire. Et là, on trouve la définition donnée par le général de Carpentry en ce qui concerne la mise en main, il dit que c'est la décontraction de la bouche dans le ramené. Chez Fiaschi, alors on trouve aussi un indice intéressant, c'est que le ramené est nécessaire pour bien piquer l'ennemi et que le cheval doit être droit pour un maximum de choc. Donc voilà d'où sort notre équitation académique des nécessités du combat. Maintenant, je vais vous parler du but du dressage. Pour Luni, le but du dressage, c'est que les chevaux soient sages et aisés à la main en leurs exercices et libres en leurs actions. Le cavalier formera ses leçons pour atteindre avec le temps et l'exercice au vrai but de cette science qui consiste en ces points. Que le cheval ait la tête assurée, on vient de le voir chez Grisonnet, la bouche de bon appui, donc là on ne parle pas de mobilité de la mâchoire, ni trop dure ni trop légère, qu'il soit bien dégourdi et libre en ses membres,
et qu'il soit franc et assuré en son manège, tel que sa force et sa capacité peuvent fournir. Et on retrouve là des éléments dans les buts du dressage donnés par le Favreau de Kerbrecq à la fin du XIXe siècle. Tout cheval de selle doit être rendu facile et agréable à monter, régulier dans ses allures, docile, franc et aussi brillant que le comporte son ensemble. Un point aussi important, c'est l'opinion de Lugny sur la leçon qu'on donne étant en colère. En fait, le cavalier doit faire comprendre par la patience et la raison ce qu'il demande au cheval, qui lui ne peut connaître ni concevoir les leçons qui lui sont faites par la colère et fureur du cavalier, ni même le cavalier n'étant plus capable de raison ne la saurait faire entendre ni comprendre à cet animal, qui de soi en est destitué, si ce n'est par patience, douceur et règles bien jugées. On en vient à la progression du dressage lui-même. Il y a deux parties dans le dressage du cheval. Il y a le dressage du cheval pour le manège de guerre et pour les plaisirs de la carrière. Donc, en ce qui concerne le manège de guerre, on va voir qu'il s'agit de l'exercice de la passade et les plaisirs de la carrière, il s'agit des sauts d'école. La progression du dressage va commencer par faire pratiquer au cheval l'allure du trot. Donc Lugny dit, le trot est le premier exercice et le plus aisé qu'il faille bailler au jeune cheval pour lui assouplir les jointures et les membres. Et on retrouve chez la Guérinière la même chose au chapitre 9 de la nécessité du trot pour assouplir les jeunes chevaux. Un point aussi très important en ce qui concerne la différence du cheval qui tire à la main et de celui qui y pèse. Alors je me suis intéressé à cette question-là puisque on retrouve chez Baucher le problème des résistances de force et des résistances de poids. Et donc on voit qu'à cette époque-là, au XVIe siècle, ces deux formes de résistance étaient déjà bien repérées et chaque écuyer donnant ses préceptes pour pallier et supprimer ses défauts. Alors, en ce qui concerne le cheval qui pèse, Lugny nous dit que c'est à cause de la faiblesse de ses membres ou à cause de la bouche trop charnue ou qu'il est trop chargé d'épaules et d'encolures ou bien qu'il est trop bas du devant. Alors, la solution de Grisonnet, par exemple, c'est quand le cheval s'appesantit sur la bride, vous faudra tenir la main ferme sans vous la laisser forcer et soudain, le châtiant lui bailler un ou deux coups de tous les deux éperons. Donc voilà, donc on a les éperons qui interviennent pour empêcher le cheval de s'appesantir sur la main. Lugny, le cheval qui tire à la main, c'est à cause de fougue ou d'impatience. Or, par l'exercice du trot retenu et relevé, comme j'ai dit, ils peuvent tous deux beaucoup être allégés et rendus bons à la main. Et quant à Grisonnet, quand le cheval fait les forcettes, muserolle serrée et éperon, plus éperon du côté opposé à la torsion de la mâchoire, ou pointe de pied vers l'aisselle de ce même côté. Chez la Guérinière, on parle aussi des chevaux pesants ou qui tirent, et la Guérinière dit que les uns et les autres doivent être entretenus dans un trot égal et ferme. Bon, et Favreau, dont je vous parlais tout à l'heure, parle des résistances de poids et des résistances de force. Alors pour les résistances de poids, par le demi-arrêt qui les fait disparaître, et les résistances de force par la vibration. Donc on voit les moyens employés qui ont beaucoup évolué depuis le XVIe siècle. Alors maintenant, on va revenir au dressage proprement dit du cheval. On commence par faire donc trotter le cheval en rond à chaque main et on le fait parer à la fin de chaque rond. Ça veut dire qu'on n'enchaîne pas les figures les unes en les répétant les unes à la suite des autres, mais qu'il y a toujours un temps d'arrêt, une façon de décomposer le travail, comme Labroue le préconise et comme Baucher le fera aussi à la fin de sa vie. Une fois que le cheval s'est trotté en rond, on le fait galoper, puis galoper en rond, en le faisant porter la tête pour qu'il regarde son chemin. Alors ça, c'est un principe. Lugny demande que le cheval regarde toujours son chemin. Alors, quand le cheval ne regarde pas son chemin, le remède qu'il préconise, ce sont des fausses rênes attachées à un simple canon et qui viennent s'attacher. Alors, je n'ai pas trop compris, mais je crois que l'enraînement peut passer entre les antérieurs et venir s'attacher à la sangle ou sur les côtés de la selle. Autre exercice, c'est de faire travailler le cheval la tête au mur
en le faisant cheminer de biais, en regardant son chemin devant soi et chevalant les bras l'un sur l'autre. Pour le faire aller de côté, on lui apprend à céder et aller de côté pour la gaule et pour l'éperon, afin qu'en s'en sentant touché, il jette la croupe ou l'épaule de l'autre côté du châtiment. Alors le terme châtiment intervient et souvent employé, et si on regarde bien l'étymologie, c'est pas forcément punir sévèrement, mais ça veut dire aussi rendre pur. Donc le châtiment, je l'interprète comme étant une aide correctrice. Et puis à un certain moment, l'UNI nous demande de rendre le cheval prompt et diligent en ses actions pour qu'il réponde franchement, en utilisant la jambe et l'éperon. Donc on en arrive maintenant, une fois que le cheval sait faire tout ça, on en arrive à la leçon des passades. Alors la passade, c'est passer et repasser sur une même ligne droite. La passade est utilisée dans le combat pour aller justement piquer l'ennemi. Si on ne peut pas de face, de dos, si on est plus rapide que lui. Il y a 3 moments dans la passade. Il y a le partir, le retenir, c'est-à-dire qu'à la fin de la ligne droite, on va parer, et ensuite on va faire une demi-volte. Donc là, voilà, vous avez une gravure tirée du livre de Grisonnet qui montre bien cette ligne droite avec les voltes à chaque bout, puisque avant de faire la demi-volte, on va faire au cheval des voltes complètes. Là, voilà une passade, c'est tiré du livre de Fiaschi. Alors, dans le dressage du cheval, on fait la passade au galop, on fait la volte au trot, ou inversement, la passade au trot et la volte au galop. Peu à peu, on va serrer la fin de la volte afin de rentrer comme de biais sur la passade. Puis, on va parer avant de recommencer la passade. Et enfin, on terminera le paré par 2 ou 3 pesades. La pesade étant l'exercice qui va ouvrir le dressage des sauts d'école. Alors là, je vous ai mis 2 passades différentes qu'on ne trouve pas chez l'UNI, mais qui sont chez Fiaschi et qui sont intéressantes. Celle du haut, c'est la demi-volte renversée, c'est-à-dire c'est la croupe qui va tourner autour des épaules, et donc le cavalier ne va pas perdre de vue l'ennemi. Et il ne risque pas d'être surpris par l'ennemi qui a réussi à tourner plus vite et qui lui arrive dans le dos. Et puis celle qui est en bas, c'est la demi-volte trompée. C'est un peu comme font les cavaliers tauromachiques qui font à droite avant de partir délibérément à gauche. Alors voici quelques préconisations dans l'emploi des aides faites par l'UNI. Pour fixer la tête sur les passades, enrainement sur cavesson, sous les battes de la selle et à la sangle. Le cheval non léger, il préconise de l'attacher au poteau et au mur pour lever le devant. Alors je me suis amusé à prendre une gravure de Pluvinel et j'ai enlevé un des 2 poteaux, un des 2 piliers. Donc si vous regardez bien, il est attaché à la plume du roi. Pour le cheval non léger, d'abord on va faire travailler le cheval au trot. On va faire des voltes complètes avant et après la passade, puis on va faire la passade au petit galop, et en fait, passade au terre-à-terre et de ferme à ferme. Alors le terre-à-terre, j'imagine que c'est un galop à 2 temps assez rassemblé. Voilà, puis on va serrer la demi-volte, qui va être commencée par quartier. Alors là, on a une segmentation de la figure. Frédéric nous parlait de la broue, qui était trop compliqué, qui faisait des quarts de pirouettes, de volte carré, etc. Mais en fait, on a une segmentation des figures, du travail, de façon à ce que le cheval ne continue pas un mouvement ou ne commence pas mal son mouvement. On va faire en sorte que le cheval ne travaille que dans les bonnes conditions. Et puis, l'UNI nous dit qu'il faut absolument éviter la pirouette, parce qu'il faut pouvoir avoir le cheval qui s'arrondit et qui tourne autour du cavalier ennemi. Alors que si le cheval connaît la pirouette, il va serrer beaucoup trop le tourner. Les aides pour tenir la croupe serrée, ce sont les aides du dehors, qu'on trouve aussi chez Grisonnet. Et si le cheval n'obéit pas, l'UNI préconise de le faire travailler dans un fossé. Donc je vous ai mis à droite une gravure tirée de Pierre Delanoux qui montre le fossé dans lequel le cheval travaille.
Et puis, si jamais le cheval se retient ou force la main, il préconise de faire les passades sur pente montante ou descendante. Alors on en arrive maintenant aux airs relevés. L'UNI préconise l'usage des piliers pour les chevaux pesants, anneaux sur un mur et piliers, on vient de le voir. Et là, je vais vous parler des aides pour les courbettes. Alors les courbettes, c'est un galop à 2 temps, avec les épaules qui se lèvent très fortement. Et ce n'est pas la courbette qu'on connaît aujourd'hui, c'est vraiment une allure dans laquelle le cheval se déplace. Alors il y a 3 sortes d'aides pour les courbettes. C'est jambes en avant, coup d'étrier à l'épaule pour le tenir levé, battre près des sangles pour fournir l'air, et battre en arrière pour le faire avancer ou parer. La gaule sur le bras pour faire plier le bras. Pour les courbettes et les mésères, gaule sur l'épaule. Pour les cabrioles, siffler la pointe en haut, aider sur la croupe quand il n'est pas point. Le gros bout tourné vers le pouce, la pointe vers la croupe. La voix avertit mieux de son air que les autres aides. Et croupade, accent long, courbette, son de la langue. Et puis, dernier conseil, ne pas réitérer les aides pour le cheval qui n'en a pas besoin. C'est pour avertir de ce qu'il doit faire. Alors, en ce qui concerne les airs relevés, je n'ai pas trouvé vraiment de progression pour les obtenir. À partir du moment où le cheval, comme dit l'UNI, s'amoncelle, c'est le terme qui est utilisé aussi par le traducteur de Fiaschi, c'est le cheval qui s'assoit sur les hanches. Et le terme italien, c'est aggroupari ou aggruppato. On est d'accord. Alors, si le cheval retrousse un peu les jarrets, c'est l'indice qui va réussir aux croupades. Donc ça, c'est pour connaître la capacité du cheval. Donc là, vous avez la représentation d'une balotade ou groupade, c'est-à-dire un saut sans ruée. Ça, la représentation d'une cabriole. Et j'en profite pour vous parler des derniers sauts décrits par l'UNI, qui est un pas et un saut, qui est un enchaînement de courbettes et de cabrioles. En forme de conclusion, je vais vous parler des règles que donne l'UNI, qui est intéressant. C'est quand un cheval rétif fait quelque chose qu'on ne veut pas, ne pas l'affronter directement dans sa résistance, mais le faire aller du côté où il veut bien aller. C'est-à-dire, par exemple, donc il dit, le cavalier peut se départir des règles lorsqu'il arrive des accidents ou mutations au cheval qui le convient au contraire. Quand le cheval est ennemi du paré, le laisser courir à sa volonté et même le forcer en le molestant dans sa fuite. Le cheval entier à une main, le faire tourner à la main facile. Et le cheval qui recule, le tirer rudement en arrière. Donc voilà, par rapport aux règles, il y a des exceptions et je pense que mon temps imparti est largement dépassé, non ? Non. Bon, voilà. Donc je voulais vous parler de la relation entre la pratique et l'écrit, mais Frédéric en a beaucoup parlé, mais on voit que déjà chez Grisonnet, chez Fiaschi, l'idée qu'on ne peut pas tout écrire, c'est impossible, et l'UNI le dit, si je devais écrire tout ce qui se passe dans la pratique, ça serait tous les livres déjà écrits que je devrais écrire. Et donc, il faut absolument que le cavalier, en fait, invente selon les circonstances ce qui ne peut pas être décrit ou ce qui serait confus, dit Fiaschi. Il vaut mieux ne pas écrire que d'être confus. Donc voilà, j'espère que vous avez un peu une idée de l'équitation de l'UNI maintenant. Je vous remercie.